Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Salut Laurent. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui au micro de cette émission. Comme le veut la tradition, tout d'abord, comment vas-tu ? Écoute, je suis dans une énergie plutôt estivale, donc un peu de fatigue accumulée des semaines passées et puis besoin de souffler. Et puis en même temps, je suis plutôt satisfait. Enfin, je sais pas de ce qui a été accompli, de ce que j'ai accompli ces derniers temps. J'ai aussi bien professionnellement que personnellement. D'accord. C'était une bonne période. Ouais, c'était une bonne période, c'est ça. Ouais. Bon. La période estivale ou la période printanière qui devance la période estivale est souvent une bonne période. Et c'est paradoxal parce qu'on a quand même vécu un confinement, voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir. Mais alors ça a été très désagréable pour moi le confinement, parce que j'aime bien les relations, j'aime bien les contacts, mais j'ai l'impression d'en avoir tiré une bonne partie, un bon parti en fait. D'accord. Tu as su faire preuve d'adaptabilité. Un petit peu, voilà. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui. Et donc je suis Frédéric Aumonté, j'ai 53 ans, je suis marié depuis 30 ans. Même plus. J'ai 5 enfants, 5 grands-enfants. Et puis, je suis un fan de foot, ça, au départ. Je pense que c'est important de le dire. J'ai toujours ce côté un peu admirateur de Platini, au départ, qui m'a donné ce goût. Je me rappelle de ce stade en 76, Nancy-Saint-Étienne, avec un stade Marcel Picot rempli. Avec des normes de sécurité qui n'existeraient plus et qui seraient impossibles aujourd'hui, des gens qui étaient... sur la piste. Sur la piste. Ouais. Il y avait encore une piste d'athlétisme autour du terrain. Très bien. Et moi, gamin, là, dans ce stade, j'avais 8 ans, et je vois ce joueur qui fait gagner Nancy contre Saint-Étienne, qui était à l'époque l'équipe la plus forte. Et il y a une passion qui naît, en fait. Un truc, côté un peu winner, comme ça, un peu... gagnant, qui s'active, et puis ce sport devient pour moi l'emblème d'une passion, quelque chose de passionnant. D'accord. Mais bon, au-delà du passionné de foot, alors ça parle d'une partie de moi, mais après aujourd'hui je suis consultant depuis maintenant 2004, donc 17 ans. Avec une activité où j'ai en gros 2 activités majeures, une qui est de contribuer au développement du leadership, et puis l'autre qui est plutôt de contribuer à aider les dirigeants à prendre de bonnes orientations, de bonnes décisions. Tu as écrit un livre d'ailleurs sur l'énéagramme outil de leadership, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Pour en arriver là, comment est-ce qu'on devient spécialiste de l'accompagnement des organisations, des entreprises, des managers, des leaders ? C'est le parcours. Alors je crois que tu as à la base une formation commerciale, mais beaucoup de formations commerciales. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à l'humain ? Tu as écrit aussi beaucoup d'articles, tu as quelques vidéos en ligne. Je vous invite à aller voir le site de Frédéric. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Comment t'en es arrivé là ? Alors, c'est toute une histoire. Oui, c'est ça l'intérêt d'ailleurs. C'est un peu le thème de l'émission. C'est ça. Donc... au départ commercial, effectivement, donc je fais une école de commerce, je m'intéresse plutôt au marketing, mais assez vite, moi je suis issu d'une famille traditionnelle catholique, où cette éducation et ces valeurs-là ont été transmises de façon forte.
Ça a été quelque chose que j'ai intégré en fait et que j'en ai fait quelque chose d'important pour moi. Et du coup, j'avais aussi une recherche à la fois spirituelle importante dès mon plus jeune âge, dès l'adolescence, et une recherche aussi de commun, de vie commune, de pas être seul, de vivre quelque chose en commun. Et ça, dans mon parcours, ça m'a orienté. Alors bon, bien sûr, j'ai commencé en faisant du marketing, mais donc dans l'Église catholique, je me suis engagé dans une communauté qui m'a fait voyager, notamment au Gabon, et où j'ai été T'étais directeur d'orphelinat. Voilà, j'ai été directeur d'un centre. Alors on dit pas orphelinat en Afrique parce que l'orphelinat n'existe pas, puisqu'on a toujours quelqu'un de sa famille, on est toujours le frère de quelqu'un. C'est très intéressant d'ailleurs culturellement. Donc c'était un centre d'accueil pour des enfants qui étaient abandonnés et notre job c'était de recréer du lien en fait, de retrouver la famille de ces enfants-là et de faire en sorte qu'ils soient repris en charge par des familles locales. Voilà. C'est important parce que quand on dit orphelinat en France, on imagine qu'on faisait des adoptions ou je sais pas quoi, voilà. Et c'est pas du tout la même réalité. Mais ça m'a plongé au cœur d'une culture très différente et je me suis rendu compte que moi j'étais quand même un peu formaté européen, binaire, assez. Tu vois, il y avait des gens qui avaient des valeurs, les bonnes quoi. Et puis les autres. Ouais, j'étais un peu comme ça quand même. Et puis le deuxième, c'était mon premier poste de manager. Il fallait que je gère à la fois des gens issus de la culture locale, des coopérants européens qui venaient d'Allemagne, d'Autriche, de France, voilà, et donc dans un melting pot culturel très varié, très, je dirais, très compliqué, on peut dire ça, avec en plus culturellement, moi j'étais européen, le chef, et dans la culture africaine, le chef on lui dit pas non, on lui dit oui, mais si on n'est pas d'accord, on fait pas derrière. Et donc j'avais le sentiment d'être aux prises avec un espèce de championnat du monde pour faire le lien avec le foot, de l'inertie qui m'agaçait terriblement et je m'énervais, et plus je m'énervais et moins ça allait dans le bon sens quoi. Et donc j'étais dans une espèce d'impasse à ce moment-là où premier poste de manager et ça avançait pas comme je voulais quoi. D'accord. Donc en fait, très jeune, tu te retrouves, enfin très jeune, oui, si, j'avais 27 ans. Hein. 27 ans, une fonction managériale, en Afrique, au Gabon. C'est ça. Voilà, à manager différentes cultures. Et alors, comment tu as trouvé les clés pour t'adapter à tout ça ? Est-ce que ça a été empirique ou est-ce que c'est le moment où tu as décidé de t'intéresser Alors, il y avait deux éléments, je pense. Il y avait un premier élément, c'est que j'avais des feedbacks quand même, des feedbacks de personnes de mon propre hiérarchie où les gens lui parlaient et lui me faisait des feedbacks. Ça m'a aidé en fait, qu'ils me disent Fred, tu sais pas écouter. Alors que moi j'avais l'impression que en gros je passais des heures à écouter dans mon bureau, mais en fait j'écoutais pas, je répondais. Ça je l'ai compris un peu plus tard, mais voilà. Mais ça m'a remis en question quand même. Et la deuxième chose c'était donc j'ai eu des feedbacks comme ça qui me faisaient dire mais là tu t'énerves, mais il y a peut-être une autre manière de faire, mais je ne trouvais pas les clés, voilà. Et puis il y avait un côté effectivement empirique où il fallait bien que ça tourne et il fallait bien que je m'arrondisse un peu dans ma façon que je prenne en compte, que j'accepte que ça se passe pas comme je voulais et que je prenne en compte le rythme différent, que je prenne en compte les points de vue différents. Et donc j'ai été amené progressivement à passer d'un mode assez directif à un mode un petit peu plus j'ai dit, un peu plus participatif. Mais ça a été long pour moi. D'accord. T'es resté combien d'années en Afrique ? 4 ans. 4 ans, oui. D'accord. Et après ça, alors, du coup ? Alors après, je suis rentré en France et j'ai été dans l'édition. Donc là, j'ai dirigé une revue qui tirait à 35 000 exemplaires. Et j'avais que des femmes à gérer. Moi, je suis issu d'une famille de 4 garçons.
Je suis l'aîné. Je crois que je sais pas si j'ai compris encore, mais dans les conflits en fait entre garçons, on se fritait et puis c'était fini quoi. Là, j'ai dû gérer des conflits féminins. Alors, je veux pas, enfin, en tout cas, entre femmes en fait, où moi je comprenais rien, mais vraiment je passais à côté en fait. Et je voyais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait et j'étais un peu comme une poule devant une vitre qui trouve pas la sortie quoi. Et là je me suis rendu compte que j'étais pas formé à la gestion des conflits. On a beau faire des études, voilà, et les choses les plus importantes finalement dans la vie d'un manager ou d'un dirigeant, gérer un conflit, gérer des émotions. Gérer une réunion, on les apprend pas quoi. J'ai l'impression que ça évolue malgré tout. Oui. À mon époque, hein. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ça évolue, si ce n'est quand même qu'il y a encore sans doute beaucoup à faire et à ce micro, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, la semaine dernière, Michel Silva disait que, y compris aussi au sortir des écoles, on a du mal à avoir des techniques qui nous permettent de vendre notre savoir-faire, notre savoir-être. Donc là, il y a deux axes, qui me semblent intéressants sur 2 semaines consécutives. Donc tu t'es intéressé à ce moment-là à finalement comment comprendre l'autre, tu t'es dit là il me manque des éléments, et alors naturellement tu as été formé, c'est à ce moment-là que ton parcours de développement personnel... Alors ce qui s'est passé c'est que ensuite on m'a proposé un poste de responsable de formation, donc d'un centre de formation, qui formait des responsables, en fait, des cadres. Et moi, j'ai été amené à organiser le programme et donc à faire venir des intervenants. Et dans les intervenants qui sont venus, il y avait un coach. D'accord. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était le coaching. Et j'ai découvert par son intermédiaire le coaching. Et du coup, ça m'a intéressé et je me suis fait coacher. Puis, par lui, et puis j'ai découvert aussi une approche qui était la programmation neurolinguistique et je me suis formé. Et ça m'a donné envie de me lancer à mon compte dans ce métier-là. Donc une première rencontre avec ce professionnel de l'accompagnement, tu te fais coacher et tu découvres la PNL, programmation neurolinguistique. Tu décides de faire le cursus complet, me semble-t-il. Voilà. Tu étais jusqu'à Master PNL. Ouais, Master PNL, ouais. D'accord. Et là, à ce moment-là, naît la vocation déjà du consultant ou ça va venir plus tard ? Non, c'est-à-dire que je fais conjointement un bilan de compétences et je touche du doigt que, en fait, depuis que je suis gamin, un de mes rêves, c'est d'être formateur. Alors, ça, quand j'étais gamin, c'était plutôt prof, en fait. Ouais. Bon, je crois que c'était transmettre. Au tout début, non ? T'as pas fait d'expérience ? Si, j'ai été par moment, j'ai donné quelques cours, effectivement. Mais en tout cas, là, ce qui me plaisait, c'était que ça alliait, le coaching allié à la fois, j'ai une valeur qui est la transmission en fait. J'aime transmettre. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important pour moi de transmettre. Donc je pense que c'est lié à ça, c'est-à-dire formation, on transmet quelque chose, etc. Mais ce que j'ai découvert à travers le coaching, c'était que c'était pas moi c'était pas que dans un sens, c'est pas moi qui amène, mais je vais permettre à l'autre de faire son apprentissage en fait et d'aller contacter ses ressources et d'imaginer ses propres solutions, etc. Ça c'était vraiment une découverte pour moi, c'est quelque chose qui était en dehors de mon mindset, milieu de ta manière de voir les choses. C'est-à-dire en fait tu étais plutôt dans quelque chose où on a un cadre, on fixe le cadre, on est manager, on donne les directives, on accompagne, on se confronte au feedback, tu l'as expliqué, et tout d'un coup tu te dis peut-être que la solution elle est dans l'autre, et tu découvres des techniques qui te permettent d'avoir un management plus fluide, plus opérationnel, avec de meilleurs résultats. Oui, et puis plus responsabilisant. Voilà, peut-être moins de conflits, des choses comme ça. C'est ça. Donc là, c'est quelques années où tu continues encore comme manager. Oui.
Et à un moment, donc, après ce bilan de compétences, ou Oui. encore des années après, paf, tu vas vers... tu décides de passer le pas. En fait. Je me lance à mon compte et je développe 2 activités à l'époque qui sont de la formation dans le domaine du management, puisque c'est un domaine que j'avais expérimenté, et puis le coaching, mais plutôt individuel au départ, coaching individuel, et j'avais pas mal de coaching de réorientation professionnelle, puisque c'était un petit peu en lien avec ce que j'avais vécu dans cette période qui a duré 1 année, en fait, où je me suis formé, posé pas mal de questions, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, mon activité, elle s'est, j'ai expérimenté des choses, et la formation, c'est devenu quelque chose de moins présent dans mon... Et petit à petit, j'ai été plus vers du coaching d'équipe, et puis vers le consulting, en fait. La rencontre de ces 3 mondes, en fait, coaching, formation, consulting, a été pour moi comme si je vivais une synthèse, en fait. C'est-à-dire cette capacité, à prendre des postures différentes dans des moments différents d'un même temps collectif, client, par exemple. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire je suis consultant parce que voilà, je suis consultant qui est capable à un moment d'avoir une posture plus de formateur et à un moment d'avoir une posture plus de coach et de facilitateur. Mais ce qui chapeaute pour moi, ce serait le mot consultant. Voilà. D'accord. À quel moment vient l'écriture de ton premier ouvrage ? Alors, il faut juste que tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Le premier que moi j'ai identifié, c'était Réenchanter sa vie grâce au coaching. Ça, c'était sorti en 2007. Est-ce qu'il y en a eu un antérieur ou c'était le premier ? Il y en a eu un autre, mais qui était sur un autre sujet, qui était sur la vie plus de couple, en fait. Conjugale. Ouais, conjugale, voilà. C'était pas Réenchanter sa vie ou sa sexualité. C'est ça. C'était quelque chose autour de ça. Ah oui, voilà. Ouais, tout à fait. Mais le premier ouvrage que j'ai écrit effectivement sur mon champ professionnel, c'était sur le Réenchanter sa vie grâce au coaching, ouais. Et qui finalement est le fruit de ce que moi j'ai vécu en fait à travers la PNL en particulier. Moi, ce que ça m'a vraiment apporté, la PNL en fait aujourd'hui dans ma pratique, je l'utilise quasiment pas. C'est quelque chose que j'ai intégré, mais j'utilise très peu dans ma pratique de protocole PNL. Par contre, le cursus de formation m'a aidé, moi, à formaliser un projet, à m'orienter, à maintenir un niveau d'énergie, d'écologie personnelle important, enfin équitable, on va dire, pour moi. Et ça m'a vraiment aidé à mettre en place mon projet, à faire cette bascule-là, parce que c'est pas simple. Et alors là, revenons rapidement sur la PNL avant de revenir sur ton livre, et j'aurais une question à te poser par rapport à ce livre. C'est intéressant d'entendre les petits oiseaux chanter de l'extérieur. C'est vraiment l'été. La PNL, c'est un outil que les professionnels connaissent, mais qui est assez, dans le grand public, assez décrié, craint, a une certaine réputation qui n'est pas terrible. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclaircir en quoi c'est un outil utile et pourquoi finalement il a eu mauvaise presse à une époque voilà. Alors, l'origine de la PNL, c'est Grindler et Bandler qui ont observé comment ça se passait, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien, en fait. Et, les approches, la plupart des approches, on va dire, humanistes, elles s'intéressaient à l'homme qui va mal et expliquaient comment il pourrait aller mieux. Grindler et Bandler, ils ont observé ils ont des films entiers, des vidéos entières de gens qui ont un charisme quand ils parlent, qui sont capables de... Qu'est-ce qu'ils font et qui fait que ça génère ça, qui sont écoutés, qui sont entendus. Et donc, ils ont observé tout ça. Ça, c'est la première génération de la PNL. Repérer ce que l'être humain met en place et qui fait que la communication va être de qualité.
Alors ça peut être un peu utilisé de façon un peu grossière, manipulatoire, dire ah, tiens, t'as qu'à te synchroniser sur l'autre pour que voilà. Bon, ça c'est le côté, c'est l'effet miroir, voilà, c'est-à-dire imiter la gestuelle de l'autre pour qu'il ait le sentiment qu'on est assez proche. Il y a un film excellent qui caricature ça, qui s'appelle Le Coach, où on voit la mauvaise utilisation. C'est d'ailleurs une bonne comédie, je vous la recommande, c'est un film de 2010. C'est ça date un peu, c'est encore bon. Non, c'est une comédie, voilà. Donc ça, après il y a une PNL de deuxième génération avec qui était plutôt centrée sur les valeurs en fait. Et qui est de se dire, ok, il y a la communication, mais il y a quelque chose de plus profond chez l'être humain, il y a ses valeurs, et en fait, il y a tout un... Moi, c'est toute cette approche-là qui m'a vraiment nourri dans la PNL, plus que l'aspect un peu cosmétique, on va dire, de la communication. Mais le côté valeur, mettre à jour ses valeurs, il y a des protocoles assez précis qui existent en PNL, qui permettent vraiment d'aller chercher au fond de soi ce qu'on a, parce que voilà, quand on travaille sur ces valeurs juste en cochant une liste et tout, ça reste assez mental en fait, ça reste assez surface. Là, on va vraiment chercher dans son expérience de vie, etc. C'est assez intéressant et assez puissant, voilà, de mettre à jour ce qui est vraiment important pour moi et qui peut guider mes choix de demain en fait, quand je le mets à jour. Moi, c'est vraiment cette partie-là que j'ai préférée. Et Robert Dilts a notamment participé à la formalisation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur la PNL, ça explique aussi que elle puisse être un peu dévoyée, décriée, fantasmée, etc. Mais bon voilà, enfin le nom n'est pas très très programmation, ça fait un petit peu ouais, enfin bon, c'est plutôt, moi je préfère dire, on s'intéresse à ce qui marche quoi. Et c'est très américain dans l'approche en fait. C'est peut-être aussi le pourquoi en France ça a été regardé un peu de près, les pontes du développement personnel ont cette approche très PNL, on ne va pas perdre des mots, et ont un certain succès, voilà, et donc il y a peut-être quelque chose qui est de ce registre-là. Tout à fait. Ouais. Bon, ça c'est la PNL. Et donc, alors, comment on réenchante sa vie grâce au coaching ? Je pense que le truc de fond, c'est l'alignement, pour moi en tout cas, entre justement mes valeurs, ce que j'ai au fond de moi, et puis mes objectifs. Et comment mes objectifs sont pas juste, alors ça va parler beaucoup de moi, mais opportunistes. C'est-à-dire, voilà, je navigue au gré des opportunités qui se présentent. Comment je deviens acteur de ma vie, en fait, en étant connecté à ce qui est vraiment important pour moi. Et ça me permet de dire oui ou de dire non, quoi. Dire ça, je prends, ça, je prends pas. Et moi, dans mon fonctionnement, j'ai du mal, parce que je suis quelqu'un d'assez... qui aime que ça fonctionne, que ça marche. Donc, je peux être assez opportuniste. Et du coup, j'ai besoin de me reconnecter à mes valeurs pour me dire, mais attends, ok, c'est une opportunité, mais est-ce que ça nourrit vraiment ce que tu es ? Est-ce que tu es aligné avec ça, quoi ? Voilà. Et dans ce sens-là, moi je croise beaucoup de managers, de dirigeants qui sont pas mal développés, qui ont réussi, entre guillemets, mais qui se posent la question du sens. À quoi ça sert tout ce que je fais ? Et je trouve que cette démarche-là, elle redonne du sens, en fait. Elle dit, mais attends, t'es perdu, tu sais pas trop... ta jauge, c'est quoi, ta boussole, c'est quoi. Voilà, cette approche, elle permet de redonner une boussole intérieure, en fait. D'accord. Je vais te reposer une question que j'ai déjà posée à d'autres confrères. Comment fais-je si je suis un manager qui a envie de retrouver cette notion de sens ? J'ai l'impression que le matin je me lève, je suis fatigué, que l'appréhension de la journée déjà me stresse, la fin de la journée je suis encore plus épuisé. Encore une journée à tirer. Voilà, et comment je peux avoir accès au coaching ? Quel conseil donnerais-tu pour retrouver un professionnel qui puisse m'aider à retrouver le sens ? Tu veux dire... Ouais. Toi, tu es un professionnel, tu sais, voilà. Mais la personne qui est nous sommes dans une zone de bureau, le manager qui est là-bas, qui est seul, qui peut nous entendre aujourd'hui, qui n'a pas de connaissances, qui ne connaît pas de coach, qui ne sait pas comment faire, comment est-ce qu'il peut faire pour trouver quelqu'un qui puisse l'aider à retrouver du sens ? On connaît tous les bilans de compétences, c'est un outil, hein, bien sûr, mais
qu'il y a possibilité. Non, déjà dans sa boîte, il peut aller voir CRH et puis demander est-ce qu'ils ont des coachs référencés. C'est déjà la première chose. Ah oui. Ça se fait quand même dans beaucoup de groupes aujourd'hui. Il y a beaucoup de coachs référencés. Après, il y a aussi le bouche à oreille, se renseigner. Est-ce qu'il a des amis qui connaissent, qui se sont fait coacher et qui lui recommanderaient même si aujourd'hui c'est plus facile, j'ai encore le sentiment que quelquefois les personnes ont du mal à aller faire cette démarche avec leurs propres amis parce que ça pourrait sous-entendre qu'ils puissent avoir un problème. Ça peut aussi créer des craintes, même en famille, en disant est-ce que vous connaissez un coach, parce qu'on va dire oh là là, pourvu qu'il ne nous fasse pas une crise de la 40, la 50, la 60, qu'il veuille changer de voix, parce que c'est vrai que ça peut être un frein. L'environnement est confortable avec nous, il a l'habitude de nous voir comme ça, il a l'habitude de travailler comme ça avec nous, mais si on lui dit attention je vais changer, ça peut créer quelques craintes aussi sans doute. Tout à fait. Et après, il y a aussi des fédérations qui existent et qui peuvent recommander des coachs certifiés, quoi. Donc, D'accord, ok, parfait. Donc ça c'est ton premier ouvrage, et puis assez rapidement, tu vas te spécialiser dans un outil que peu connaissent, très très peu connaissent, même les professionnels, qu'est l'énéagramme. Cet énéagramme, quand on parle d'énéagramme, les gens se disent oula, qu'est-ce que c'est que l'énéagramme, qu'est-ce que c'est de ce machin. Et ton dernier ouvrage, il me semble que c'est peut-être pas le dernier d'ailleurs, c'est l'énéagramme outil de leadership. Qui date de 2018, c'est ça, qui parle sur le développement du leadership grâce à l'énéagramme. Donc toi, c'est quelque chose que tu connais depuis une vingtaine d'années. Ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'énéagramme ? Alors vous vous rappelez, j'étais au Gabon. Oui. Et en fait, là, c'est là que j'ai découvert cet outil qui m'a vraiment aidé à réaliser que finalement, on n'avait pas la même carte du monde. Et que moi, qui étais là-bas, blanc, européen... avec des méthodes occidentales. Avec des méthodes occidentales un peu directives. C'était pas, il n'y avait pas une bonne façon de faire, il n'y avait pas une façon de penser, il n'y avait pas un référentiel de valeur qui était mieux qu'un autre, etc. L'énéagramme, ça m'a juste fait d'abord réaliser ça. L'autre, alors aujourd'hui je le dirais comme ça, a de bonnes raisons d'être comme il est, de faire ce qu'il fait, de penser ce qu'il pense, et que ce soit différent de moi, c'est ok. Et ça a été le premier électrochoc. Je me dis, mais attends, mais c'est pas moi qui ai raison contre eux, et eux contre tort, avec des jugements à la clé qui peuvent être de dire, c'est un peu des négligents, des nonchalants, tout ce qu'on pourrait activer comme jugement. À l'heure, ils arrivent pas à l'heure. Je leur demande de faire ça, ils le font pas. Ils font pas, voilà. C'est ça, ouais. Ok. Donc déjà réaliser ça, première chose, mais ça a été un vrai un électrochoc dans ma tête, de se dire alors il y a d'autres outils, d'autres moyens d'y arriver, c'est pas une panacée, c'est un outil, mais ça, du coup ça m'a intéressé, du coup j'ai approfondi pendant plusieurs années, plutôt pour moi, voilà, et puis quand je me suis lancé à mon compte, ça devait être 10 ans plus tard, j'ai commencé à formaliser une transmission de cet outil, après m'être formé, donc presque au moins 7 années. Comment tu le découvres, cet outil ? Je le découvre par un livre, en fait, un livre qu'une de mes tantes me passe en disant tiens, ça devrait t'intéresser. Je dis ouais, je vais regarder. Faut toujours se méfier du livre qu'on nous file comme ça en disant tiens, t'as un moment, lis ça. C'est ça, et puis je lis le bouquin, je dis c'est vachement bien, c'est super et tout, puis je le ferme, je dis c'est sûr, il y a 9 profils, pour ceux qui connaissent. Alors tu vas nous en parler un peu parce qu'on va y voir clair. Et donc je ferme le bouquin, je dis ils sont vraiment peu importe lequel je suis, mais pas celui-là, quoi, pas le numéro 3 là, si on fait. Celui-là, c'est sûr que non, c'est vraiment un sale con. Et 3 mois plus tard, parce qu'il a fallu que je digère un peu certains feedbacks, j'ai été un peu à la pêche, mes amis, ma famille, qui m'ont dit, mais Fred, en fait, t'es un vrai 3, en fait. Tu te rends pas compte, mais en fait, t'es vraiment... Et là, je me suis dit, ok, alors qu'est-ce que j'ai à entendre là-dedans? Comment j'ai fait? Je le sentais venir à l'histoire. Ouais, c'était juste énorme en fait. Voilà. Et ça m'a vraiment secoué. Et puis voilà, après j'ai approfondi, j'ai enrichi, j'ai commencé à transmettre. Et puis aujourd'hui, je me rends compte. Alors donc l'attente, le livre, la découverte.
Et alors, tu vas te former, quoi. Oui, je vais me former. Ouais, je vais me former. En fait, alors, il y a plusieurs endroits où je vais me former, mais il y en a un qui est en lien avec ma formation en PNL, puisque c'était aussi un lieu de formation à cet outil-là. Et puis j'étudie beaucoup. Je lis quasiment tout ce qui est écrit sur le sujet. Ouais. Quasiment tout. Tu te formes et tu continues ton propre travail de fond sur tout ce qui sort sur le sujet. Et puis un jour, je me dis tiens, faudrait que j'écrive. Et puis bon, on est des fois pris par autre chose. En tout cas, ça a été mon cas. Et j'ai mis un peu de temps à sortir mon bouquin. Et que j'ai orienté comme outil de leadership parce que je pense que c'est souvent... Alors l'énagramme est souvent présenté comme un outil de développement personnel, etc., ce qui est vrai pour une partie. C'est vrai, ça permet de développer, de se développer, de s'accueillir comme on est, en fait. Je crois que c'est d'abord ça. Accueillir, c'est un outil qui permet de mettre à jour ces zones plutôt d'ombre, en fait. Et donc qu'elles aient moins d'influence dans ma vie, alors que en fait quand je les connais pas, je les projette dans la relation avec l'autre, quoi. Je les mets dans la relation, je les mets dans mon management, je les mets dans ce que je vais reprocher aux autres. Finalement, souvent c'est parce que moi je suis un petit peu comme ça, en fait. Voilà. Par exemple, moi au Gabon, quand je disais ils sont inertiques, ils bougent pas, ils font pas. En fait, en vrai, quand moi je vais pas bien, je peux être comme ça. Mais sauf que tant que je le vois pas chez moi, je vais le projeter chez l'autre, quoi. Et puis ça va m'agacer, et puis ça va pas m'aider, et puis ça peut aller jusqu'au clash, et puis etc., quoi. Ou à la rupture. Et voilà. Et donc ça augmente ma conscience de moi. Il faut se connaître pour se reconnaître, en fait. Moi, c'est vraiment le chemin que... C'est Rogers qui dit, c'est un étrange paradoxe, c'est à partir du moment où je m'accepte comme je suis, qu'alors je peux changer. Pour moi, c'est une phrase qui illustre complètement cet outil, c'est-à-dire c'est vraiment un outil de l'accueil de soi, inconditionnel. J'ai de bonnes raisons d'être comme je suis comme je suis, avec mes zones d'ombre, avec mes zones de talent, on va dire, et je fais avec, et je fais au mieux avec. Voilà. Mais plus je suis conscient de ça, plus ça va m'aider à évoluer et à avoir un leadership qui soit conscient, qui soit éclairé, qui soit pas juste agi par. D'accord. Tu peux nous dire en quelques phrases, si tu devais nous décrire l'outil Enneagramme, parce que je crois même d'ailleurs, je me demande si c'est pas dans une de tes vidéos où tu dis ça semble un peu ésotérique. Ouais, complètement. Voilà, et alors que ça ne l'est pas du tout, en fait. Non, c'est-à-dire c'est un modèle qui est assez pragmatique, en fait, en vrai, qui décrit 9 façons d'être au monde, voilà. 9 stratégies de vie, on va dire, avec 3 familles. Voilà, il y a des gens qui sont plutôt des gens qui sont dans leur tête, quoi, des gens qui sont plutôt des émotionnels, affectifs, et puis des gens qui sont plutôt des gens de l'action, des instinctifs. Voilà. Déjà ça pose un petit peu, et rien que ça déjà, quand on regarde juste ça, autour de soi, on peut assez vite repérer facilement qui dans son comité de direction, qui dans ses proches, est plutôt, je sais pas, si on pense à des personnalités connues, on voit bien que assez rapidement, si on compare Churchill, Giscard d'Estaing, et puis... ils sont décédés. Ouais, on peut, exactement, ils sont décédés, et puis, je sais pas, par exemple, Mère Teresa, tiens, pour prendre un exemple qui est décédé aussi, on voit bien que c'est pas la même énergie qui les anime, en fait. Voilà. Ils ont des vies très différentes, c'est sûr, mais ils ont aussi... Churchill, c'était vraiment quelqu'un qui était dans l'action. Quand en 14, on le remercie parce qu'il y a dans la guerre de 14 en tout cas, il y a le massacre, le drame, le désastre des Dardanelles, c'est lui qui a à l'origine de ça. On lui dit merci monsieur Churchill, au revoir. Il s'emmerde comme un rat mort. Alors il peint 2-3 tableaux pendant un mois, il déprime, et après il va sur le front en France pour se dire faut que je remette dans l'action, quoi, parce que moi je vais être les pieds dans la tranchée, quoi. Il peut pas faire autrement, c'est un homme d'action qu'on va chercher quand il y a une crise, et puis on le remet au pouvoir quand il y a une crise, et puis quand la crise est finie, on lui dit merci monsieur Churchill, c'était gentil. Donc on a vraiment quelqu'un qui est instinctif dans l'action. Quand on regarde Valéry Giscard d'Estaing, on repense tous à ce au revoir, où il se lève là, où il se dandine, et où on a l'impression que c'est sa tête qui l'emmène vers la porte, voilà. Et on a l'impression qu'il n'y a que sa tête qui meut son corps, et c'était quelqu'un on disait tout le monde disait c'est le plus brillant de la génération.
intellectuellement. Voilà, enfin, il y avait un côté très... une compréhension des choses extrêmement... Voilà, quelqu'un qui est réflexif, voilà, majoritairement. Puis bon, si on prend Mère Teresa, on voit bien que ce qui l'a drivé, c'est plutôt le cœur, quoi. C'est-à-dire c'est les autres, c'est aider, c'est rendre service, voilà. Et ça, en fait, on va le voir assez facilement, et ça peut créer dans une équipe, ça peut créer des incompréhensions, parce que l'instinctif, il faut lui parler en 3 mots, sinon il s'énerve, quoi. En gros, il dit vas-y, t'as 2 minutes là, dis-moi c'est quoi le problème. Ouais, ok, d'accord. T'as l'émotionnel, lui, il a besoin d'abord de dire ah ouais, mais attends, tu comprends avec qui je bosse. Ouais, mais tu peux pas comprendre parce que lui, il m'a parlé d'eux, il m'a raconté que... Et l'autre, il est là, ouais, mais d'accord, mais c'est quoi le problème? Et puis t'as le mental qui dit, mais on pourrait pas peut-être envisager, mais pourquoi on parle de cette discussion? Pourquoi on a cette discussion? Et là, voilà. Et on peut juste ne pas se comprendre parce que on n'est pas conscient que on a besoin des 3. Et que si on fait pas une place aux 3, à un moment, il va manquer une partie du réel, dans nos décisions, dans nos actes, etc. Alors, c'est autre chose qu'il n'y a pas de profil type, je crois. Donc c'est quelque chose qui est plus complexe d'approche, me semble-t-il. Comment est-ce que l'on fait? J'entends beaucoup l'observation dans tes propos, on observe. Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que de ces 3 formes d'intelligence dont j'ai parlé là, qui vont être qu'on va avoir tous, mais qu'on va en préférer une, on va passer à 9 profils quand même, d'accord? Parce qu'il y a 3 façons d'investir cette énergie-là. Mais je ne veux pas rentrer ici dans le détail. Je pense que ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Mais comment on fait? Il y a plusieurs manières. La première, on peut utiliser un questionnaire, sachant que le questionnaire est une information et ne me donne pas mon profil. Il me donne une information. J'ai tendance à penser que les questionnaires cognitifs, il y a tellement de biais, sont tous un peu faussés. Donc, mais il donne une info. Il donne une info à un instant qui est à traiter. À l'instant T. Voilà, à l'instant T, et qui est à traiter, qui est à prendre en compte. La deuxième chose, c'est que c'est effectivement s'observer, enfin se regarder. Si on veut trouver son propre profil, s'observer, donc voilà. Après, on peut aussi solliciter le feedback des gens qui me connaissent, quoi. Par exemple, on peut leur poser 2 questions. C'est tiens, c'est quoi mes qualités et c'est quoi ce qui t'agace dans ma façon d'être au quotidien, par exemple. Ça, ce qui t'agace, il va donner des infos qui sont assez discriminantes par rapport au profil. Donc pas facile à digérer, sans doute. Voilà, et c'est pour ça que c'est plus facile souvent de se lancer dans une formation. C'est-à-dire d'aller travailler avec un professionnel. Voilà, d'aller travailler avec un professionnel sous forme de coaching ou de formation, mais ça va être beaucoup plus facile de commencer comme ça. Voilà. D'accord. Il y a une fédération qui s'occupe de l'énergie. Enfin, si on veut trouver ou se former. Il y a plusieurs instituts, notamment le centre d'études de l'énagramme à Paris. Il y en a un en Belgique. Voilà. Puis il y a des formateurs. J'ai posé une question bassement matérielle. Ça coûte cher? Ça dépend de jusqu'où tu veux te former, mais c'est pas. Je suis manager, toujours dans la tour en face. Je veux un peu mieux me connaître et mieux connaître les autres. Si on veut avoir la base, en gros, la base de, je sais pas, c'est un budget à 500 balles, quoi. C'est un ticket à 500 € et on se connaît. Précise pour les plus jeunes, 500 balles, c'est 500 €. Ouais. Parce que ça veut dire que je suis plus tout jeune, c'est ça. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Tout à fait. Non, mais on est encore une génération qui avons connu les francs, donc voilà, c'était 100. On va s'auto-pardonner. C'est ça. 100 balles, c'était 1 franc à l'époque. 100 balles. Donc, tu t'intéresses beaucoup à l'énéagramme et tu le conceptualises, tu travailles beaucoup, tu en es un spécialiste, tu fais toi-même des formations, tu formes aussi les consultants qui veulent s'approprier cet énéagramme. Ça a été conceptualisé par qui, ou ça remonte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors, pour moi, on va dire le père de l'énagramme, c'est Naranjo, Claudio Naranjo, qui était un psychiatre qui travaillait sur le DSM-4, donc le dictionnaire des psychopathologies qui fait référence dans le domaine de la psychiatrie. Aujourd'hui, il y en a un numéro 5. Et ça a été...
Après, ça, c'est lui qui a fait basculer l'énagramme dans le monde moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait basculer dans le monde de, on va dire, des personnalités. Avant, il y a des origines qu'on trouve, des traces qu'on trouve dans les cultures, notamment judéo-chrétiennes et soufis, en fait. Mais c'était sûrement pas du tout utilisé de la même façon. Par exemple, il y a les écrits d'Évagre le Pontique, qui est un père du désert du IVe siècle, qui rapporte 9 façons, 9 vertus, 9 façons d'être, etc. Donc on trouve des traces dans certains écrits. Il y a cette figure qui fait penser que peut-être il y a un philosophe ou un mathématicien qui était à l'origine de ce modèle. Ce modèle-là, il est arrivé par un personnage un peu particulier qui s'appelait Gurdjieff, qui ne s'est pas vraiment intéressé à l'énagramme, mais qui l'a utilisé d'une autre façon. Mais il est arrivé chez Naranjo, et lui, qui travaillait dans le domaine de la psychologie, il s'est dit, mais c'est bizarre, ça ressemble quand même à mes travaux, quoi. Le peu que je lis, là, ça ressemble à mes travaux. Et puis il y a une femme aussi, Hélène Palmer, qui est docteur en psychologie, qui travaillait sur les intuitions dans son doctorat, et qui a été arrivé à la conclusion qu'il y avait 9 formes d'intuition. Et c'est pareil, ces gens-là se sont rencontrés à un moment aux États-Unis, et ils disent, mais on a un truc là, il y a quelque chose à cristalliser autour de ce modèle. Et Hélène Palmer, qui est une psychologue, elle s'est dit, ouais, c'est bien, mais en gros, il faut vérifier si ça marche empiriquement. Et donc elle a réuni des panels de personnes, et elle leur a décrit, elle leur a demandé en quoi, et donc les gens devaient décrire leur comportement de façon assez précise, et puis elle a essayé de vérifier avec tous les biais qu'on peut avoir dans le domaine, mais que ça fonctionnait, que ça se vérifiait dans le réel, en fait, voilà. Et c'est ça la base, en fait. La base, c'est les travaux de Naranjo et de Palmer, en fait. D'accord. Tu as continué ton cheminement, et aujourd'hui, il y a 5-6 ans en arrière, tu as créé, tu as cofondé, tu n'étais pas seul, la Boétie Partners. Ouais. Et en particulier, vous avez développé, je l'ai noté, Game Changing Conversations. Alors là, ça m'a interpellé, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut vraiment, quand j'aurai Frédéric au micro, que je leur pose la question. Quand on a réfléchi avec mes associés, on s'est dit, c'est quoi notre job, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait vraiment chez nos clients ? Si on enlève la mousse, c'est comme dans la bière, faut enlever la mousse pour avoir le bon. Et donc, on s'est dit, en fait, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on met en œuvre, finalement, c'est des conditions pour que les gens qui sont en présence puissent avoir des conversations qui vont changer pour eux la donne. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après la conversation qu'on a eue. Alors évidemment, si on théorise un petit peu, on va dire c'est des conversations qui permettent de modifier les représentations qu'ont les uns et les autres d'une problématique, d'un sujet, et qui vont faire que derrière, comme les représentations ont été modifiées, la façon dont je vais me projeter dans l'action va changer, en fait. Voilà. Et nous, en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est de mettre en place des conditions qui vont garantir, qui vont permettre le plus possible que ces conversations-là, ces moments de conversation aient lieu. Alors évidemment, ça repose sur... on donne une place importante à la parole, du coup, là-dedans. C'est-à-dire que là, pour nous, la parole libère, pour nous, la parole permet de sortir des non-dits, évidemment. Pour nous, la parole permet de mieux se comprendre. Et donc, c'est tout ça qui va modifier les représentations. Par exemple, je ne savais pas que tu vivais ça, que tu avais telle contrainte dans ton job. Alors, on va dire, le problème, c'est qu'ils ne coopèrent pas, ils travaillent en silo, machin. Ok, d'accord. Mais si tu n'as déjà pas réalisé les contraintes, les enjeux ou les ressources de l'autre, là, c'est sûr que on va te dire, faut coopérer. Mais tu vas pas avoir envie de le faire. C'est une injonction. Voilà. Quand tu réalises ce qui se passe pour l'autre, par exemple, c'est un exemple que je donne, mais c'est à ça qu'on contribue, en fait. On contribue à faire en sorte que les gens parlent un peu plus qu'au quotidien, aillent un peu plus loin, s'ouvrent davantage, finalement, et que derrière, quand ils repartent du séminaire, du temps fort, ça y changeait quelque chose pour eux. Ouais.
Je vous renvoie, chers auditeurs, à l'épisode avec Jean-Pierre Henry, qui est du cockpit au bloc opératoire, où il parle aussi très bien de tout le travail qu'il fait et aussi de ce qui lui a, à un moment, en tous les cas, évité un crash dans sa carrière de pilote de chasse, qui était le bar de l'escadron, où finalement on échange beaucoup, on parle beaucoup de nos expériences en vol, dit-il. Et quand ils ont eu un accident au-dessus de l'Afghanistan, c'est pas la technique qui les a sauvés, mais ce qu'avait déjà raconté un de ses collègues au bar de l'escadron sur comment il s'était sorti de la panade. Et il dit aussi dans cet épisode que on gagnerait beaucoup en préservation des vies humaines, ou en tous les cas, si on mettait dans tous les hôpitaux, on aménageait des salles de repos où tout le monde pourrait se prendre du temps à se parler autour d'un café, et tous ces aspects de conversation, et on y gagnerait aussi sans doute aussi beaucoup. Quoi le temps de pause, et alors je te redonne la parole tout de suite après, mais ça, souvent ce que je dis moi-même dans mes interventions, le meilleur moment pour les stagiaires que nous accueillons, c'est souvent la pause et les repas. Et c'est aussi ce qui a manqué dans les périodes où nous avons été enfermés les uns et les autres chez nous ou dans nos bureaux. C'est un moment de convivialité. Voilà. Alors, donc, je vais dire deux choses complémentaires. C'est que quelquefois, ces conversations-là demandent du courage. Donc, c'est souvent on n'ose pas dire, on a de bonnes raisons de ne pas oser dire, etc. Mais voilà, nous, notre job, c'est de faire ça, c'est de faire en sorte que ce qui est dit à la pause ou Radio Moquette soit ramené dans le collectif, parce que tant que c'est du non-dit, c'est pas traitable, on n'a pas d'influence dessus. Quand c'est dit dans le collectif, on peut avoir une influence dessus. Après, il n'y a pas on met pas de pression, c'est pas ça du tout. On va penser des processus, un cadre qui va permettre ça, et c'est ça notre job. Donc c'est des conversations qui sont, je dirais, cadrées, mais ouvertes sur le fond. C'est-à-dire vous amenez les protocoles qui vont permettre de mettre en place des processus de conversation qui perdureront après votre travail, en fait. Hein, c'est ça, et qui vont sans doute améliorer les relations. On a un outil, par exemple, qu'un de nos associés a développé, qui s'appelle le baromètre émotionnel, qui est, je pensais à ça quand tu parlais du bar là, de l'escadron, du bar de l'escadron. Avec la navette Columbia, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des techniciens qui savaient, avec les fameux accidents, qui savaient que les joints ne passeraient pas, et qui l'ont pas dit parce que ils n'ont pas parlé, quoi. Ils ont pas sorti leur red flag, quoi, en disant stop, là, il y a un risque. Voilà. Et du coup, voilà. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que les gens puissent poser leur red flag. Et dire, attendez, drapeau rouge. Voilà, merci d'avoir précisé. Et dire, et que ça, ce soit possible, et que ce soit OK, en fait. C'est OK que quelqu'un soit rouge, entre guillemets. C'est pas un problème. Au contraire, le problème, c'est s'il est rouge et qu'il le dit pas. Et donc, voilà, donc on utilise par exemple cet outil, on en a d'autres, mais qui permettent à travers des codes couleurs assez simples de verbaliser des choses compliquées ou pas faciles à dire. D'accord. Ok. À titre personnel, comment toi, alors tu nous as partagé un moment de ta vie, mais comment toi-même tu gères la pression Voilà, oui, je sais, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est ça. Le cordonnier et le plus mal chaussé, voilà, on va pas tous les faire. Moi, tu gères le stress et la pression. Ouais. Alors, j'ai deux pratiques qui m'aident personnellement. La première, c'est que tous les matins, je commence ma journée par un temps de méditation. D'accord ? Donc ça, moi, c'est indispensable, quoi. Ça me permet de me poser, de respirer, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis j'ai quelqu'un de plus grand que moi, quoi. Ouais, de me remettre dans une relativité, en fait, voilà, à quelqu'un d'autre de plus grand que moi, j'appelle Dieu, mais bon, voilà, après. Et puis l'autre point, c'est-à-dire la foi t'aide. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Ouais, dans ce sens-là, ouais, à me rappeler que je suis
voilà, que ça peut être une de mes tentations de penser que je suis tout puissant, je sais pas quoi. Bah non, en fait. Voilà. En tout cas, ouais. Ça me garde aussi, ça me garde et ça m'aide, voilà. Et puis la deuxième chose que je dirais, c'est le sport, c'est-à-dire j'ai repris là, même, c'est pour ça que je disais que j'allais bien tout à l'heure, j'ai repris une activité de tennis et qui me fait beaucoup de bien, et le sport, ça m'aide vraiment, et j'ai pris des cours, c'est-à-dire que moi, dans mon cursus, c'était pas facile de demander de l'aide, j'étais plutôt quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul, ouais. Quelqu'un d'un peu fort comme ça et du coup demander de l'aide, c'est pas facile, et demander de l'aide, alors dans notre métier depuis maintenant 20 ans, j'ai quand même été habitué à demander de l'aide, on est supervisé, etc. Mais bon, chaque démarche a été se faire superviser, ça n'a pas été simple au début. Voilà. Et demander de l'aide pour soi, c'est pas simple, et ça reste pas simple pour moi, mais voilà, je l'ai fait, et là je viens de prendre des cours individuel de tennis, et ça pour moi c'est un pas ça a l'air débile, hein, mais en fait c'est voilà, se remettre apprenant, c'est ça, me remettre apprenant, alors que bon, le tennis j'en ai fait quand j'étais gamin, et que voilà. Ouais. Mais sans doute que tu avais les mauvais gestes, les mauvaises postures, et peut-être aussi que à l'instar avec du l'âge coach, aussi, oui à l'instar du coach, finalement, le prof de tennis, c'est celui qui t'oblige à te mettre sur le court. Exactement. Parce que peut-être de toi-même, tu n'irais pas. Alors, ça aide, ça aide à ça, clairement. Ouais. Ça invite à une régularité, et puis effectivement, et puis ça me fait du bien. Ça me permet vraiment de... Là, je lâche tout, quoi. Quand je fais ça, D'accord. La pression s'en va. Donc la méditation d'une part, et le sport d'autre part, finalement, des conseils de bon sens. Voilà. Bah ouais, c'est pas très original. Ce sont tes propres rituels. Ouais, ce sont mes propres rituels. Après, j'ai aussi, voilà, ma famille, c'est aussi un lieu de ressources, mes enfants, les discussions qu'on a, ma femme. Enfin voilà, c'est évidemment. Mais je dirais ça va. Pour moi, c'est comme si ça allait de soi, mais c'est peut-être pas le cas. Oui, oui. Voilà. C'est pas toujours simple non plus. Les relations familiales ne sont pas toujours simples. C'est pas toujours simple. En tout cas, moi, dans ma sphère proche, c'est plutôt une ressource que ça me prend de l'énergie. Alors donc, quand toi-même tu accompagnes des personnes qui sont peut-être sous forte pression, qui traversent des tempêtes de la vie, est-ce que tu as des pharmacopées que tu leur délivres, alors qui peuvent être effectivement... la foi, la méditation, le sport, que sais-je encore. Mais est-ce que toi, tu as tes propres pharmacopées ou... Alors, j'en ai une autre. C'est que de temps en temps, il faut quand même partir en vacances. Oui, c'est important aussi. Non, mais c'est hyper important. Enfin, moi-même, dans mon activité, j'ai remarqué que ça me permet de dire, je bloque cette stoujours je mets rien, et je pars. Voilà, parce que si je pars pas et que je suis à la maison, je vais toujours trouver un truc à faire. Et ça, enfin, les coupures, c'est quand même un. C'est fort, je pense. L'homme, c'est un. Enfin, on a le rythme, c'est systole, diastole, quoi. Enfin, c'est. Voilà, notre rythme, il est inscrit dans notre corps, dans notre être. On peut pas être tout le temps à fond, quoi. Ça marche pas. Et en sport, les sportifs le savent bien. Il y a des temps forts et des temps faibles. Ouais, et on peut pas faire l'économie de ça. Et moi, je vois des gens qui tirent sur la corde. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il va péter une durite, quoi. Enfin, et ça se paye cher. Ça se paye très cher. Donc, il y a rupture de rythme. Alors, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Et moi, je pense, et il y a des dirigeants qui font ça, ou des managers qui font ça, qui disent, quand ils voient qu'un de leurs coéquipiers là, va pas bien, et ça y est, tu rentres chez toi, tu coupes, tu te fais un week-end. Je trouve ça, c'est assez sain. Parce que oui, ok, peut-être que je vais perdre en productivité pour une journée, mais je vais gagner tellement derrière, en fait. Et puis pour la personne, d'abord, quoi. Voilà. Après, si on enlève tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je vais revenir sur le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. S'il y a du stress, c'est pas... dans le stress, il y a les événements extérieurs,
auquel on peut pas grand-chose, en fait. Le Covid arrive, le confinement, on peut pas grand-chose, quoi. Par contre, ce sur quoi je peux faire quelque chose, c'est ma réaction à ce stimulus extérieur. C'est-à-dire, je peux travailler sur ma réaction. C'est-à-dire sur ma représentation des choses. C'est-à-dire me dire, ah tiens, si je me dis, ça va être catastrophique, je vais pas m'en sortir, je vais mourir demain, etc. Ce genre de scénario très, très gai. C'est sûr que ça va augmenter mon stress. Donc, de quelle parole interne je me nourris, quoi. Donc ça, je peux changer ça. Mon langage interne, mon discours interne, je peux le changer. Je peux le faire évoluer. Je peux choisir de me dire, mais en fait, ce Covid ou ce confinement, ça peut être l'occasion de. Et je peux essayer de raisonner comme ça. De pas raisonner que regarder que de ce dont tout ce dont ça me prive, quoi. Mais regarder aussi ce que ça me permet. Voilà, donc il y a un côté comme ça. Et puis je peux aussi travailler sur mon alignement. Parce qu'il y a une partie de mon énergie que je consomme inutilement quand même. On va se parler vrai. Je connais plein de personnes, et puis moi ça m'arrive aussi, qui sont en vrai, pas en burn-out, mais en bore-out. Qui sont ennuyés. C'est ça. Et ça, je crois que c'est pire. Et moi je connais plein de gens qui bossent très vite et qui... le reste du temps tue le temps, quoi, et qui disent pas à leur chef, à leur manager, qui disent rien parce que bon, ils pensent qu'ils sont tranquilles pendant ce temps, mais en fait c'est pas génial, quoi. C'est pas génial parce que ça crée un ennui. L'ennui, ça crée un manque de sens, une perte de sens, et la perte de sens, ça me désaligne, c'est-à-dire que je suis plus en cohérence avec mes valeurs, et là la consommation d'énergie, elle va être méga. Et se réaligner avec ces valeurs, peut-être que si tu t'emmerdes dans ton job, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à dire, il y a des choses à poser, il y a des choses à adresser pour que tu puisses te remettre dans une dynamique qui te convienne à toi, mais qui soit aussi au final plus emmenante, plus... Donc voilà. Après, il y a des cas toujours exceptionnels, et ce que je dis n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes, mais pas, loin de là. Mais simplement, moi, c'est ce que j'ai constaté souvent, c'est que le désalignement, quand je vis ou pire, quand je suis dans un groupe ou une équipe et que je suis obligé d'être à contre-valeur, je consomme une énergie de fou pour me défendre, et cette énergie-là, elle est quand même gaspillée, quoi, d'une certaine manière. Elle va me pomper, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. On arrive au terme de cet épisode et de cette émission. Je vais te poser les deux questions rituelles. La première, c'est si tu avais un livre à nous recommander, quel serait-il ? Alors, celui qui me vient à l'esprit, c'est le livre de Jim Collins qui s'appelle « De la performance à l'excellence ». Good to Great en anglais. Pourquoi ? Parce que Jim Collins a étudié des entreprises qui n'avaient pas seulement des résultats bons, mais des résultats exceptionnels sur des durées exceptionnelles, 15 ans, 20 ans, etc. Et il a regardé qu'est-ce qui faisait que ces entreprises surperformaient. Et il y a une chose qui va rejoindre tout ce qu'on s'est dit. Il développe dans ce livre le concept du hérisson. Et qu'on peut appliquer à une entreprise, mais qu'on peut aussi s'appliquer à soi personnellement. C'est-à-dire, dans quoi je suis le meilleur, dans quoi... qu'est-ce qui a de la valeur qu'est-ce qui a de la valeur, en fait, qu'est-ce qui est valorisable, et puis qu'est-ce que j'aime faire, en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Et en fait, à la croisée de ces trois choses, il y a mon hérisson, qui est cet animal qui avance lentement, mais sûrement dans une direction, contrairement au renard, qui est un opportuniste qui disperse son énergie. D'accord. Donc, merci beaucoup. On mettra la référence du livre dans la description. Dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour un prochain épisode ? C'est toujours une question un peu difficile, je sais. Je sèche un peu, là, Laurent. Pourtant, tu m'avais prévenu. Il y a des invités qui prennent des jokers, qui en mettent deux. Voilà. Bon. Moi, je prends un joker, alors.
J'en ai plusieurs en fait, mais faudrait m'aiguiller un peu plus, je pense. Bon, bah écoutez, ce que je te propose, c'est qu'on va prendre le joker. Pour une fois, je ne te donne pas de nom, ou je te le communiquerai ultérieurement, et puis je me ferai effort de l'inviter de ta part. Okay. Merci infiniment. Alors, le mot de la fin, c'est pour toi. Si tu as un mot, une petite phrase pour nos auditeurs, il nous reste 1 minute. Bah, merci beaucoup pour cette interview, Laurent. Ce fut un grand plaisir. Je trouve que tes questions sont plutôt facilitantes et aident à se dire ce qui est pour moi quelque chose d'important. Voilà. Merci à toi d'être venu, d'avoir passé 1 heure de ton temps avec nous. Je sais combien ce temps est précieux et j'apprécie d'autant plus que tu te sois rendu disponible pour nous ce matin. Pour nos auditeurs, vous avez sans doute entendu les petits oiseaux, on les entend encore, et les bip-bip des travaux à l'extérieur. Pour une fois, j'ai commis une petite erreur. Je n'ai pas fermé la fenêtre et donc on a pu bénéficier du bruit extérieur. J'espère que la qualité d'écoute ne sera pas trop affectée. À très vite, à la semaine prochaine et portez-vous bien en attendant. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, my face.